Bonjour, messieurs, dames, bienvenue à ce cours 2 qui va porter pour l'essentiel sur la cohabitation difficile, disons, entre francophones et anglophones sur le territoire du Québec depuis la conquête de 1760. Ça va être aussi l'occasion d'explorer un concept qu'on a posé dès le premier cours, c'est-à-dire une forme de traumatisme québécois, c'est-à-dire l'incapacité historique et ontologique que semble traîner le peuple du Québec d'assumer pleinement son destin. En tout cas, de trouver ce qu'on appelle sa place dans l'histoire, que ce soit à titre de peuple indépendant ou bien de provinces soumises à une majorité anglophone au Canada. Cet inconfort-là, plusieurs théoriciens du colonialisme trouvent dans ce qu'on a appelé le complexe du colonisé. On en a une belle illustration ici dans ce chef-d'œuvre, puis on dit de Benjamin West, qui est un tableau classique du 19e siècle, où on voit la mort de Wolfe. C'est la fameuse bataille des plaines d'Abraham de septembre 1759. Wolfe est mort, entouré de ses lieutenants. Il y a même un Indien de centre d'achat qui est à côté. Là. Vous avez un petit peu, ensemble, la composition de ceux qui participent à ces grands événements historiques. En arrière, vous avez des soldats français en train d'être battus par les troupes anglaises. Tout au fond, la flotte de Wolfe, les nuages très, très romantiques. Mais il manque quelqu'un dans ce tableau-là. Il y a à peu près tout le monde qui participe à la bataille, mais pas les Canadiens français. Ils ne sont pas là. Et pourtant, en d'autres mots, ils sont spectateurs de leur propre histoire, pourrions-nous dire, lors de cette conquête, et vont traîner ce complexe d'être spectateurs à leur propre destin et incapables de prendre en main les leviers de sa destinée. C'est ce qu'on va voir autour de notamment 6 points. La conquête, le complexe du colonisé. Comment ce terme-là, le colonisé ou colon, là, qu'on explore depuis quelques cours, ça peut être attribué au peuple québécois. L'Empire du Saint-Laurent, c'est l'arrivée des anglophones. Mais que viennent-ils faire au Québec? Là, une contrée où il fait en moyenne moins 40 et où la terre n'est pas particulièrement riche. Qu'est-ce qui explique l'acharnement des Britanniques à s'en emparer puis à le mettre en valeur? Deux sociétés en parallèle, c'est clairement la cohabitation qui s'installe, une cohabitation assez remarquable parce que ces deux sociétés-là ne se mélangent pas. Ils vont demeurer pratiquement jusqu'à aujourd'hui deux sociétés en parallèle, comme de l'eau et de l'huile qui ne se mélangent pas. On va en voir les manifestations. On va ensuite voir la tentative, pourrions dire dérisoire, mais authentique et sincère, d'un groupe de nationalistes canadiens-français dans les années 1837-38, tenter une expérience révolutionnaire, républicaine, bref, visant à secouer le joug colonial et monarchiste afin de fonder, c'est en vallée du Saint-Laurent, ce qu'on appelle une république agraire, c'est-à-dire une forme idéalisée de pays, sans doute inspirée de l'expérience des États-Unis à la même époque. Ça va être bien sûr l'occasion de voir le rapport de Rame. Le rapport de Rame, vous avez vu, à peu près sous toutes ses coutures au secondaire. Et pourtant, je crois que l'essentiel vous échappe à propos de ce texte essentiel à notre histoire et qui pose des questions qui n'ont toujours pas trouvé de réponse en 2021. Ça va être l'occasion à la fin de faire un peu d'historiographie. Historiographie, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, comment les historiennes et les historiens jettent un regard sur le passé, et on va prendre prétexte à ces fameuses rébellions patriotes de 37-38 pour voir le point de vue d'une demi-douzaine d'historiens afin de voir comment abordent-ils ces événements-là. Est-ce que c'était une crise sociale entre riches et pauvres, ethnique entre Français et Anglais, ou purement et simplement politique, c'est-à-dire entre despotes et démocrates? Alors, quitte à simplifier, on pourrait présenter la Nouvelle-France, c'est-à-dire en gros du début du 17e siècle jusqu'à la conquête, comme une société normale. Normale en ce sens, d'abord, comme on le vu la semaine dernière, qu'elle est cohérente au niveau géographique. Là. Outre l'immense Nouvelle-France qui va un peu se dégonfler, demeure que dans la vallée du Saint-Laurent, en gros de Rigaud jusqu'à Rimouski, on a néanmoins le ferment d'une population cohérente, organisée, qui entretient des rapports fréquents, intense, bien sûr avec la métropole, mais de plus en plus qui est tournée vers elle-même. Tous les chroniqueurs de l'époque le démontrent. À partir du 18e siècle, cette société-là se démarque. Les Français qui arrivent dans la vallée du Saint-Laurent trouvent que les Canadiens, comme on les appelle,
ne parlent plus de la même façon, ont des valeurs, des coutumes déjà qui se singularisent par rapport à la métropole. Donc, une société normale au niveau géographique, au niveau culturel. C'est également une société qui est en voie de normalisation, pour nous dire, au niveau social. La Nouvelle-France n'est pas un paragon d'égalité. Là, il demeure que si les paysans vivent dans une forme d'égalitarisme, que les coureurs des bois ont l'occasion de s'enrichir et qu'on commence déjà à assister à un artisanat, surtout à Québec et à Montréal, mais aussi dans certains villages, il demeure qu'il y a d'abord et avant tout une élite aristocratique, c'est-à-dire formée de nobles, qui dirige, qui chapeaute cette société-là. Une société particulièrement autoritaire, d'ailleurs, où il y a très, très peu de démocratie, de liberté d'expression, et où une classe de marchands métropolitains dirige la colonie du point de vue économique, commandant les expéditions, etc., etc. Il y a donc une société hiérarchisée, inégale, même pas démocratique, mais qui est en ce sens normal, c'est-à-dire qu'elle aurait pu, comme n'importe quelle société, évoluer progressivement vers des mouvements politiques, des manifestations visant à accroître le principe de démocratie. Bref, comme l'a écrit l'historien Guy Frégault, s'il n'y avait pas eu la traumatisante conquête, sans doute la Nouvelle-France aurait fait comme les Américains, c'est-à-dire se serait débarrassé de sa mère patrie, la France. Or, il y a eu cet accident dont on a plus ou moins exagéré l'importance dans l'historiographie, mais qui demeure un jalon essentiel. Le continuum de la colonisation française prend brutalement fin. Le bon nombre l'essentiel de l'élite de l'époque, que ce soit l'élite commerciale, administrative, militaire ou religieuse, quitte la colonie, c'est fini, nada, on retourne en France, où d'ailleurs la guerre de 7 ans se prolonge et où on a besoin de tout le monde, tandis qu'on laisse dans la vallée du Saint-Laurent une population un peu déboussolée, dépourvue d'élite, de ces élites, relativement inculte, mais qui est désormais fermement attachée à ce sol, à cette région, à cette vallée du Saint-Laurent, dont elle a domestiqué le climat, les usages, les traits géographiques, et où elle est décidée à se maintenir. Elle est considérable, cette population de près de 60 000 personnes avec lesquelles les Britanniques vont devoir compter. Alors, décapiter, c'est le terme qu'emploient certains historiens pour définir le départ de l'élite administrative, militaire et religieuse au lendemain de la conquête. Cette société décapitée, qui ne laisse dans la vallée de Saint-Laurent que ses habitants, selon certains, peut être associé à une castration. J'ai un sourire, évidemment, la castration, vous l'avez appris dans vos cours de psycho, bien sûr, c'est couper les organes génitaux, mais au sens figuré et psychologique, ça signifie confiner à l'impuissance. Celui qui l'a mieux le montré, c'est en psychologie, vous connaissez sans doute le nom de Freud, bien sûr, peut-être celui de son élève, Carl Gustav Jung, qui a travaillé sur l'inconscient collectif. Mais en tout cas, il y a eu des émules, notamment au Québec. Un certain Hans Weinmann, qui est un survivant d'ailleurs des camps de la mort de la Deuxième Guerre mondiale, a écrit sur le Québec un magnifique ouvrage très intéressant qui s'appelle « Du Québec au Canada, généalogie d'une histoire ». Et notez bien la page couverture qu'il y met. Il y met le saint patron des Québécois, Jean-Baptiste, mais non pas présenté comme un petit berger, mais présenté dans sa fin ultime, c'est-à-dire décapité, le présenté sur un plateau d'argent, disait-on dans la Bible, à Salomé, la maîtresse de Hérode. Donc, dans la Bible, on parle de Saint Jean-Baptiste comme d'un héros décapité. Décapité et donc rendu impuissant par la castration. L'impuissance de ce peuple. Bien sûr, c'est une image c'est poétique, c'est fort comme image, mais elle a bien sûr ses limites. Mais il demeure qu'elle peut porter, elle peut expliquer à tout le moins toute la mise en place d'une mentalité du colonisé. C'est-à-dire à l'effet qu'un individu dépourvu de ses élites, dépourvu de lignes directrices, est désormais déboussolé pour trouver sa voie dans l'histoire. Donc, la société québécoise ne reste pas longtemps sans élite. Cette élite française qui est repartie pour la métropole est promptement remplacée. Elle est remplacée, devrions-nous dire, par une tête anglaise. Promptement, l'armée britannique nomme ici des fonctionnaires, la plupart d'ailleurs d'anciens généraux de Wolfe, comme Amherst, comme James Murray, qui deviennent les nouveaux gouverneurs et administrateurs de la colonie. Une colonie essentiellement francophone et catholique,
mais dirigée par une infime élite anglo-protestante. C'est la même chose au niveau commercial. Très, très vite, les marchands français sont remplacés par des marchands d'origine écossaise qui s'emparent du commerce des fourrures, qui reprennent le réseau d'alliances avec les Autochtones et qui désormais emploient les voyageurs canadiens-français non plus comme partenaires, mais comme stricts employés, bref, des prolétaires forestiers. Vous pourriez vous dire, bon, ce n'est pas très grave, on peut développer à la base une société franco-catholique, autonome, distincte. On l'a même vu la semaine dernière avec le monde rural. Mais la réalité est plus complexe. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas vivre en abstraction de son élite. Cette élite-là s'impose à lui. Elle s'impose à lui de bien des manières. C'est elle qui organise les réseaux de commerce, c'est elle qui délègue les tâches politiques, c'est elle aussi qui mène les campagnes militaires. Le peuple ne peut pas faire abstraction de l'élite qu'il dirige. En outre, l'élite devient le seul véritable moyen d'entretenir des rapports avec l'extérieur. L'extérieur, c'est d'abord et avant tout le pouvoir métropolitain britannique qui est désormais détenu par le Parlement de Westminster et son souverain, en l'occurrence une bonne partie de notre histoire, la reine Victoria. L'élite, c'est aussi celle qui a le monopole du commerce, qui contrôle les débouchés commerciaux à l'extérieur, qui importe aussi les produits dans la colonie. Bref, l'élite par laquelle il faut nécessairement passer si un entrepreneur, par exemple francophone, souhaite développer un magasin, une fabrique, un artisanat quelconque et souhaite vendre ses produits à l'extérieur. Surtout à l'époque où le colonialisme britannique est mercantiliste, c'est-à-dire qu'il impose que les produits ne soient vendus que dans la métropole et empêche la liberté du commerce. Passer par ces élites, c'est même aussi essentiel au niveau de la culture. Je vais juste vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, Louis-Joseph Papineau souhaite en 1810 faire venir les œuvres de Chateaubriand parce qu'il veut les lire, il faut qu'un francophone du Québec qui veut faire venir un livre de Paris, il passe par un agent en Angleterre qui va le faire venir par bateau de Grande-Bretagne. C'est dire combien même la culture francophone doit passer nécessairement par le filtre de cette élite désormais anglophone. Et je pourrais vous donner quantité d'exemples qui montrent à quel point l'élite, donc le peuple canadien-français, se retrouve dans une forme d'impasse. Il doit choisir soit de se refermer sur lui-même et donc de se couper de l'apport culturel, commercial et politique extérieur, ou bien il peut s'ouvrir à la diversité du monde, s'ouvrir sur le monde, mais à ce moment-là, il doit pactiser avec la nouvelle élite, il doit compromettre sa fidélité à ses origines culturelles. C'est ce qu'on appelle le complexe du colonisé. Le complexe du colonisé consiste en somme à une ambivalence qu'on trouve d'ailleurs chez la plupart des peuples qui ont vécu le colonialisme, que ce soit en Afrique, que ce soit en Haïti, en Amérique du Sud. Si vous connaissez des gens qui viennent d'une culture qui a vécu le colonialisme, que ce soit de la part de la France, ou de la Grande-Bretagne ou de l'Espagne, vous verrez que leur culture est constamment traversée par des tensions. Cette tension-là, elle vise notamment ceux qu'on appelle les traîtres, ceux qui collaborent avec les créoles, ceux qui collaborent avec l'envahisseur. Même encore aujourd'hui, alors que les colonies n'existent plus, la mentalité de coloniser, elle, a perduré. De sorte que on maintient dans les cultures colonisées une forme de complexe d'infériorité, mais aussi d'ambivalence, de tension. Dois-je me refermer pour conserver ma langue et mes usages, ou dois-je m'ouvrir au monde, quitte à perdre ma singularité comme société et devenir un citoyen du monde qui parle anglais comme tout le monde? La société est décapitée. On passe donc par l'étape de la castration freudienne. C'est comme ça que certains, là, comme Maurice Séguin ou Guy Frégault, la décrivent. Là. Certains s'y opposent. Là. Certains historiens tiennent mordicus à ce que la conquête ne soit pas présentée comme une expérience particulièrement dramatique pour la population. Dans tous les cas, c'est néanmoins le passage d'une forme d'appartenance, d'identité à une autre. On passe de Canadiens en marche, une société normale en marche vers l'indépendance, à une société colonisée de l'intérieur comme de l'extérieur, qui doit se refermer sur elle-même afin de maintenir sa singularité. Une nouvelle tête anglaise se greffe sur un corps français, pourrions-nous dire, mais ça implique que le monde extérieur, la relation avec le monde, les voyages, les influences, la culture extérieure doit être médiatisée par la culture dominante anglophone.
C'est dès lors la tension entre résister et collaborer, c'est-à-dire le complexe du colonisé. Comprenez bien. Vous avez tous entendu là l'insulte, ah, t'es colonisé, etc. Mais on l'entend généralement sous une seule exception, c'est-à-dire celle de soumission et de paralysie. Il faut aussi voir le complexe du colonisé comme étant celui de penser que l'affirmation passe par l'adhésion à la culture de l'élite. Vous l'avez là. En d'autres mots, là, René Lévesque ou bien Jacques Parizeau étaient peut-être décolonisés parce qu'ils se refermaient sur l'identité québécoise. Mais des gens comme Justin Trudeau ou son père, Trudeau, peuvent aussi être considérés comme décolonisés, puisque dans leur lecture, l'ouverture sur le monde passait par l'adhésion à la culture anglophone. Vous saisissez? Dans les deux cas, on est coincé. C'est-à-dire que dans les deux cas, on réagit en colonisé en se disant que sa culture ne peut pas permettre à elle seule d'affirmer sa personnalité à l'étranger. Je fais une parenthèse, c'est ce que les souverainistes ont pensé longtemps faire, c'est-à-dire concilier une identité québécoise et francophone forte avec l'ouverture sur le monde. C'est le grand rêve de la souveraineté. Mais en attendant que ça se fasse, on est coincé dans un complexe colonisé. Soit on est un nationaleux qui se referme sur son identité française, soit on est un collabo qui confond ouverture sur le monde avec assimilation à l'anglais. On a souvent entendu la critique à l'effet que l'Histoire du Québec se penchait trop sur le groupe canadien-français. C'est en partie fondé. Effectivement, non seulement il est pertinent de s'intéresser aux autres communautés qui ont toujours peuplé le territoire québécois, mais aussi il faut bien se placer de leur point de vue. Et à propos des anglophones, les francophones ont souvent échoué dans cet exercice-là, ne comprenant pas ce qui, au juste, attire les Britanniques dans l'ex-Nouvelle-France et qui fait en sorte qu'ils souhaitent occuper, mettre en valeur et revendiquent ensemble cet espace-là. Ils sont ni attirés par le climat, ni attirés par la culture francophone en particulier, qu'ils méprisent et qu'ils tentent de minoriser. Non, ce qui les intéresse, c'est essentiellement d'accroître leur empire. Ce que j'appelle l'empire du Saint-Laurent, l'expression n'est pas de moi, de l'historien anglo-canadien Donald C. Creighton, qui en 1936 écrit un ouvrage classique, porte ce nom, et qui vise à comprendre quelle est la mission que se donnent les anglophones au Québec et au Canada. Cette mission, elle peut être résumée par cette illustration. On voit ici la place d'Armes devant la Banque de Montréal, à Montréal, qui devient ensemble le nouveau terrain de jeu là, de l'élite britannique. Mais pour bien saisir les motivations des Britanniques ici, il y a rien de tel que le tout premier timbre-poste produit dans l'histoire du Canada, 1898. C'est le timbre-poste des Postes Canada. Analysons-le. Il porte le slogan « We hold the vaster empire that has been », c'est-à-dire nous détenons le plus vaste empire qui n'a jamais existé. Le « nous » veut dire qui, là? Bien sûr, on est dans le Canada postage. Donc, le Canada se place d'entrée de jeu, et essentiellement comme une des composantes de l'Empire britannique. Alors, c'est quoi l'Empire britannique en 1898? C'est effectivement le plus vaste ensemble géopolitique de la planète. Un colossal empire là, qui va de la Birmanie à l'Australie, de l'Afrique du Sud à la province de Québec. Les Britanniques qui peuplent le Canada à l'époque ne se disent pas Canadiens. Là. Pour eux, les Canadiens, c'est les Canadiens français. C'est plus tard que l'appropriation du terme va vraiment s'instaurer. Donc, ils se considèrent comme des Britanniques, membres du Vaster Empire that has been. Il se voit donc partie prenante de cet empire. D'ailleurs, notez bien sa position centrale, qui n'est pas anodine. Là. Pour les impérialistes de l'époque, le Canada joue un rôle clé là, à mi-chemin entre, disons, la Grande-Bretagne et les possessions en Océanie. Là. Détenir le Canada joue un rôle géopolitique crucial pour l'Empire britannique. À la fois parce qu'on travaille très, très fort à l'époque à créer des chemins de fer qui vont relier l'Est et l'Ouest, l'Atlantique et le Pacifique, la Grande-Bretagne et ses possessions en Océanie. Mais en plus de ça, c'est qu'on souhaite contenir le grand rival. Le rival, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui connaissent à l'époque un développement stupéfiant et faramineux de leur économie et de leur puissance militaire, et que le Canada a pour mission de contenir. Ce n'est pas une vision de l'esprit, là. Tout le long du 19e siècle, les autorités britanniques mentionnent le danger, le péril de l'expansionnisme américain et le rôle clé que doit jouer le Canada dans la préservation de l'Empire en Amérique du Nord.
Alors, cette représentation-là, géopolitique, très claire, les Britanniques apportent une grande importance au contrôle du Canada pour des raisons impériales, se double aussi d'une dimension culturelle et mythique. Effectivement, on entend beaucoup parler de multiculturalisme, de la promotion des communautarismes, des différences entre les populations canadiennes et québécoises. Cette tendance-là, elle est bel et bien d'origine impériale. Lorsque Justin Trudeau parle de défendre les communautés et de promouvoir les identités distinctes, il s'empare en fait d'une vieille idée que même son père avait reprise, celle du multiculturalisme dans l'Empire britannique. À preuve, cette belle carte de 1924 qui représente les possessions britanniques. Okay? On est dans la grosse promotion de la diversité dans l'Empire. D'ailleurs, à l'époque, on organise souvent des foires impériales, à Londres notamment, où on fait venir des colonies des papous qui se baladent avec leurs costumes, des Zoulous qui arrivent en couvert de plumes. Bref, on organise littéralement des grandes assemblées folkloriques pour montrer la diversité culturelle de l'Empire britannique. Ça va, et bien sûr, et les produits que chaque colonie fournit à la Grande-Bretagne. Ça donne une idée de l'ampleur de l'Empire britannique et ça donne aussi aux impérialistes l'impression qu'ils contribuent à civiliser ces peuples-là. Sous l'impérium, disent-ils, un peu à la manière de l'Empire romain, ces peuples-là profitent de la civilisation britannique pour s'améliorer, pour se rapprocher, en somme, de l'homme civilisé. Bien sûr, c'est donc à la fois du multiculturalisme, mais aussi de la condescendance et l'intime conviction que l'anglo-protestant est issu d'une race supérieure qui doit faire profiter le reste de la planète des bienfaits de sa tolérance. Quand on s'y arrête, même en 2021, la conviction du multiculturalisme n'est pas très éloignée de cette conviction impériale. Or, qu'à cela ne tienne, on voit donc sur la carte des Créoles, des Caraïbes, des Nayates d'Océanie, des Papous qui tendent à caresser son kangourou. Il y a là, bien sûr, Albion, qui est la déesse protectrice de la Grande-Bretagne, un chasseur de tigres en Inde, bref, un Jamaïcain, un Indien ici. Et quand ils doivent présenter le peuple québécois, ils ne savent pas très bien quoi mettre. Regardez qu'est-ce qu'ils mettent. Ils mettent un moine tonsuré, un genre de faiseur de fromage de Saint-Benoît-du-Lac, ou bien de Oka. Parce que, vous savez, les protestants n'ont pas ces choses qu'on appelle des religieuses et des moines. Ils trouvent ça très bizarre. Et le Québec est un des seuls endroits de leur empire qui a des religieuses et des religieux. Ils trouvent ça très pittoresque. Alors, ils disent, c'est les locaux, là, qui sont comme ça, qui sont habillés comme ça. Ça leur permet de présenter le Québec comme une société totalement folklorique, qui est tolérée par la bienveillance de la Grande-Bretagne et qui contribue à sa manière à la diversité de l'empire. Vous voyez comment, donc, sous cet angle-là, comment les peuples qui composent l'impérium, qui composent l'empire, étaient perçus par la Grande-Bretagne. Bon, vous allez me dire, c'est bien du passé, mais pourtant, la photo que vous avez là date de 2014. Vous connaissez peut-être le prince Andrew, qui est l'époux de Kate Middleton. Bon, il est au Vatuulu, c'est une colonie britannique de la Micronésie, en Indonésie, près de l'Indonésie, et il est sur une chaise à portable. Bon, analysons cette photo. Vous voyez très bien, en fait, il n'a aucune envie d'être là. Il n'a aucune envie d'être là, et là, tout le colonialisme britannique me semble bien résumé par cette photo. Il n'a pas envie d'être là, il le fait pareil, mais pourquoi le fait-il? Il le fait parce que ça leur fait plaisir. Il a ainsi l'impression de se plier aux traditions locales, que l'homme blanc supérieur comprend et accepte les traditions et les coutumes bizarroïdes qu'il fréquente, qui peuplent l'Empire, et il le fait donc par respect, dit-il, respect d'une culture qu'il ne partage pas, mais auquel il se plie pour faire plaisir. D'ailleurs, on voit les gars en bas, ils ont l'air d'avoir un fun noir là, à porter le prince Andrew. Mais je crois que tout le colonialisme britannique est révélé par cette représentation. On détient donc une des clés du colonialisme britannique au Québec. Le fait qu'on accepte de bonne grâce que le peuple puisse pratiquer sa culture et ses usages, qu'on juge barbares, mais l'important n'est pas là, afin que l'économie et surtout les outils politiques demeurent aux mains de l'élite britannique. Nul ne le dit plus clairement que Lord Durham. Lord Durham est souvent présenté comme un raciste, on va y revenir, mais aussi comme un champion de la liberté coloniale, hein, la responsabilité ministérielle, etc. Mais pourquoi se montre-t-il si ouvert? Il le dévoile ici.
la forme du gouvernement, la réglementation des relations extérieures et du commerce avec la mère patrie, les autres colonies britanniques et les nations étrangères, la concession des terres publiques, voilà les seuls points que la mère patrie a besoin de contrôler. Ils posent ensemble les jalons du colonialisme britannique puis du néocolonialisme. Nul besoin de contrôler la société, la culture, les arts, ni même d'assimiler ces peuples-là. L'important, c'est de contrôler les leviers de l'économie et de l'État. Le commerce et l'industrie aux mains de l'Empire, la société laissée aux coutumes locales. Plus clairement encore, il mentionne un élément qu'on a évoqué plus haut. La protection de l'Empire britannique pourrait, en une certaine mesure, contrebalancer l'influence prépondérante et croissante des États-Unis sur le continent américain. Donc, la tutelle britannique doit se maintenir. Il faut écraser et pendre les patriotes parce qu'ils sont indépendantistes. Et l'indépendance chasserait la Grande-Bretagne de l'Amérique du Nord, ce qui aurait de graves conséquences, ouvrant la porte à l'expansionnisme des États-Unis. Et pourquoi au juste maintenir le contrôle de l'économie pour nourrir la bête? La bête, c'est la révolution industrielle qui a commencé en Grande-Bretagne au 18e siècle. Vous savez, là, la machine à vapeur, James Watt, les fabriques, les immenses villes industrielles comme Manchester, Liverpool, Sheffield, Londres, Glasgow, qui développent une industrie, notamment dans le domaine textile, dans le domaine des métiers du fer, qui a un appétit d'ogre pour les ressources naturelles pouvant venir des colonies. Ces industries-là ont aussi besoin de débouchés. Dès lors, tous les marchés sont bienvenus, et en particulier celui du Québec et du Canada. Mais le Canada et l'Amérique du Nord sont d'abord et avant tout vus comme un gigantesque réservoir de ressources naturelles. Et d'une certaine mesure, elles le sont toujours d'ailleurs. Envisageons l'Amérique du Nord comme un vaste terrain de jeu où les marchands et les industriels peuvent piger dans les ressources à volonté. Pour l'essentiel, historiquement, on a distingué ce qu'on appelle des staples, des produits générateurs. Dans l'ordre, vous le savez, accessoirement, ce fut la morue, mais surtout la fourrure qu'on trouve autour des Grands Lacs et de la baie d'Hudson, le bois, bien sûr, qu'on va aller collecter dans les forêts de l'Outaouais, le poisson qu'on va aller retrouver jusque dans le Pacifique, la potasse aussi au début du 20e siècle qui devient une grande ressource avec le blé, et de nos jours, c'est le pétrole, le fameux pétrole sale des prairies. Alors donc, l'Amérique du Nord, détentrice de grandes ressources naturelles qui intéressent la révolution industrielle britannique, toute la question va se poser autour de drainer ces ressources-là. Par où les faire passer? On doit les faire passer par des voies d'eau, transport et calangor bateau à l'époque de la conquête, et pour encore longtemps. Par conséquent, toute la géopolitique anglaise, le rapport de Rome, le désir d'endiguer l'expansionnisme américain, tout peut se résumer au désir d'aménager une voie de transport, un empire du Saint-Laurent, disait-on, qui permettrait de drainer les ressources à l'extérieur. Dans ce plan, tout est bon. Les canaux, les chemins de fer, les routes, afin de drainer vers la vallée du Saint-Laurent les ressources dont on a besoin en Europe. Alors, dans ce plan gigantesque qui s'étend sur 2 siècles, un élément pose problème. Cet élément-là, c'est les barbares, les Canadiens français, ce peuple, dit-on, arriéré, catholique, qui vit encore dans une espèce de Moyen-Âge, qui peuple les pourtours de la vallée du Saint-Laurent, on le sait. Alors, dans ce plan-là, contenir et endiguer cette population-là a toujours été essentiel. Le fleuve étant l'élément qui intéresse les Britanniques, ceux qui le bordent doivent être absolument mis à l'écart, ne pas contribuer à la vie économique, surtout ne pas rompre ce vaste dessein consistant à faire de l'Amérique du Nord le réservoir de ressources naturelles pour l'Empire. Plus détaillé, on voit sur cette carte donc l'aménagement des voies de transport destinées à drainer les ressources vers l'intérieur, vers la Grande-Bretagne. On a déjà identifié le castor, va venir aussi bientôt le blé qui pousse en Ontario, qu'il faut aussi acheminer par la vallée du Saint-Laurent. Et on va donc aménager de très nombreuses voies de transport. Le bois aussi qui vient de l'Outaouais. Donc, ces voies de transport-là, on le sait, c'est bien connu, visent à approvisionner l'Empire. Comment va-t-on y parvenir? Et surtout, comment va-t-on faire de la ville de Montréal, qui joue un rôle clé dans cette stratégie britannique afin de drainer les ressources, afin d'endiguer l'essor de New York, qui est le grand port océanique des États-Unis, le grand rival, et qui, lui, bénéficie d'un port libre de place à l'année longue. On va donc aménager les voies de transport. Vous les avez vues tout le long du secondaire. C'est le canal de la Chine, qui, dès 1824, permet de transporter des marchandises du fleuve Saint-Laurent à destination des Grands Lacs.
On va ensuite construire le gigantesque canal Welland. Canal Welland, c'est dès 1836 un canal qui se hisse en haut des chutes du Niagara. C'est vous dire qu'on ne ménage pas les efforts afin d'aménager une voie de transport. D'ailleurs, le Haut-Canada va énormément s'endetter à construire le canal Welland. Ça va être ensuite une série de canaux qui entre Montréal et Kingston. Tu as des Grand Gallup, Carillon, Pointe-aux-Cascades, Mille-Îles, vont permettre d'aménager. Donc, la Grande-Bretagne ne ménage pas ses efforts pour construire d'abord des canaux, puis ensuite des chemins de fer. Bon, les Américains vont régler ça assez promptement. Les Américains vont construire un gigantesque canal, le canal Erie, dès les années 1820, qui relie la ville de New York à Albany et Albany avec Buffalo sur le lac Erie. L'affaire est résolue. C'est New York qui a gagné la guerre, dirions-nous, contre Montréal, et la Grande-Bretagne se retrouve avec des installations qui vont être plutôt inutiles, là. Des installations comme le canal de la Chine aujourd'hui ou le canal Rideau à Ottawa servent essentiellement à patiner parce que ça sert peu à rien. Les États-Unis ont remporté la mise en 1825 avec un grand canal qui leur permet d'accéder au territoire des Grands Lacs. Est-ce la fin de la suprématie de la vallée du Saint-Laurent pour pénétrer à l'intérieur du continent? Cela le laisse présager. Et ça va être complété par le réseau de chemin de fer qui va permettre désormais aux États-Unis de se passer de la vallée du Saint-Laurent. La vallée du Saint-Laurent qui avait été l'objet de toutes les convoitises, là, depuis les frères Kirk en 1820, en passant par Phipps, Wolfe en 1759, qui fait encore l'objet d'une invasion en 1775 et une dernière fois en 1812, là, la fameuse guerre de 1812, alors que les Britanniques puis les Américains s'étaient acharnés à conquérir cette vallée du Saint-Laurent, pas à cause des Canadiens français ni du Québec, mais parce qu'il y avait le fleuve. Ben, ce fleuve, dis-je, va perdre progressivement son importance à partir de 1825 et va la perdre tout à fait à partir de 1850 et le chemin de fer. Aujourd'hui, vous verrez, il n'y a plus personne qui veut envahir le Québec. Le Québec conserve une valeur stratégique à cause de la voie maritime du Saint-Laurent, mais ça joue un rôle de plus en plus marginal à l'échelle de l'économie nord-américaine. Alors, on se résume à propos de l'Empire du Saint-Laurent. L'Empire veut le fleuve, c'est-à-dire la voie d'eau qu'il constitue, qui peut permettre de mener au Grand Lac et jusqu'au cœur du continent nord-américain, comme l'avait déjà démontré l'exemple de la Nouvelle-France. Le but est de drainer les ressources désormais, surtout en fourrure, puis en bois, le fameux blé de l'Ouest au tournant du 19e siècle et jusqu'à nos jours, le pétrole. D'abord afin d'approvisionner sa fabuleuse révolution industrielle, puis l'ensemble des autres colonies et aujourd'hui le monde entier. La Grande-Bretagne investit donc des fortunes dans les canaux, les fameux canaux, le canal Lachine, Welland, le canal Rideau, le dragage du fleuve, bref, des investissements importants compte tenu de la modestie de la colonie à l'époque. Puis, à partir de 1850, ça va être l'aventure du chemin de fer, toujours dans le même objectif, créer un axe est-ouest qui permette de drainer les ressources vers la vallée du Saint-Laurent et de là l'Atlantique. Dans les circonstances, peu importe que les barbares de la vallée du Saint-Laurent, les franco-catholiques, conservent leurs usages, leurs curés, leurs seigneurs, leur régime seigneurial, pourvu qu'ils ne troublent pas la bonne tenue du commerce qui se passe sous leurs yeux. Les anglophones vont occuper essentiellement les villes, marginalement les cantons de l'Est, on a vu que ce fut un échec, tandis que les francophones sont confinés à une réserve géographique correspondant à l'ancien régime seigneurial le long du fleuve. Ils sont aussi confinés au niveau social. On ne leur réserve guère que quelques rôles, essentiellement des fermiers, des bûcherons à l'emploi des bourgeois anglais. La carrière religieuse s'ouvre à eux et celle de professionnels, là, qui est considérée comme le stade le plus élevé auquel peut accéder un francophone.